Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Baquès, la présidente de la Province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que ça fait pratiquement 6 mois que vous êtes à la présidence de la Province Sud. Tout de suite, très vite, quel premier bilan, comment les choses se sont organisées ? Le premier bilan, c'est d'abord qu'on a trouvé une situation très dégradée, un héritage lourd. Donc malgré ça, on a quand même tâché de commencer à mettre en œuvre notre programme. C'est déjà 17 des actions sur lesquelles nous étions engagés qui ont été mises en œuvre et on continue parce que je crois que ça fait aussi partie de la confiance que de mettre en œuvre nos engagements. La confiance que vous vouliez rétablir, c'était votre thème de campagne. On va revenir un peu dans le détail sur un certain nombre de ces mesures, mais tout de suite, des questions d'actualité avec la première, ce sont les inquiétudes sur la situation de Valais NC. Pour l'instant, rien n'est annoncé officiellement. La direction doit s'exprimer la semaine prochaine, mais il y a déjà un certain nombre d'informations qui circulent, avec notamment une fermeture probable de la raffinerie avec des suppressions d'emplois. Quelles conséquences pour la province ? Comment est-ce que vous vivez cette situation et est-ce que vous en êtes informé ? Oui, alors effectivement, on suit ça de très près, on est très attentif à la situation de Valais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Valais, en 2019, Valais aura perdu encore 20 milliards cette année. Donc on voit bien qu'il y a des changements nécessaires dans la stratégie industrielle de Valais qui sont en train d'être initiés. Donc sans doute, effectivement, faudra-t-il les accompagner. Mais par contre, notre positionnement, c'est d'être très exigeant sur la manière dont les choses vont être traitées au niveau social et au niveau humain. C'est-à-dire que forcément, cette stratégie industrielle va avoir des conséquences sociales sur le terrain, sur les salariés directement, sur les sous-traitants. Et donc la province a proposé à Valais d'être à ses côtés pour accompagner en termes de reclassement, en termes de formation. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne peut pas maintenir l'industriel dans une situation où il continue à perdre 20 milliards par an. Donc il y a toute une évolution à faire. C'est ce qui est en train d'être fait en partie avec la fermeture de la raffinerie et finalement l'évolution du process, mais c'est aussi ce qui devra être fait avec la demande qui a été faite par Valais d'obtenir des autorisations d'exportation qui permettront enfin de devenir équilibré, d'avoir un bilan équilibré. Et on saura ça dans les prochains jours, on aura l'occasion d'en reparler. D'ores et déjà, Nicolas Metzdorf pour Génération NC vous demande une séance publique de l'Assemblée de province pour traiter le sujet, ça vous paraît justifié ? Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que plus on aura de transparence sur ces sujets-là, mieux ce sera. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait de toute façon envisagé autour de la rentrée parce qu'il y a des changements importants qui arrivent à Valais et qu'il y a besoin, d'une part, effectivement, d'avoir toute la transparence sur le sujet et d'autre part que la province, je le répète, soit très exigeante sur la manière dont les choses vont se faire. Autre sujet d'actualité, c'est tombé ce matin un communiqué de Paul Néautine. Ça fait suite au débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu au Congrès le 27 novembre, au cours duquel vous vous êtes exprimé. Et Paul Néautine n'est pas très content des propos que vous avez tenus, notamment concernant la manière dont les populations du Nord et des îles qui sont en province Sud sont prises en compte ou non par la province Sud, justement, par les services sociaux de la province Sud. Qu'est-ce que vous répondez à Paul Néautine ? Comment c'est le problème éternel du déplacement des populations du Nord et des îles qui viennent s'installer dans le Sud et qui bénéficient effectivement de l'aide médicale gratuite, etc. Qu'est-ce que vous répondez à Paul Néautine ? Alors d'abord, je réponds à Paul Néautine que ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu le débat en séance publique puisqu'il est très rarement présent en séance publique et qu'en l'occurrence, il n'était pas là. Et donc, je regrette qu'il fasse sa réponse par communiqué, d'autant plus que ça fait à peu près 6 mois que je lui demande à le voir sur un certain nombre de sujets, dont ceux qui sont évoqués dans ce communiqué et que, évidemment, pour l'instant, il a refusé qu'on puisse avoir ces discussions. Depuis 6 mois, vous n'êtes pas rencontré encore pour une réunion de président de province à président de province ? Absolument pas. C'est le cas puisque j'ai été à Lifou avec le président de la province des îles, avec lequel on a évidemment des désaccords de fond sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais avec lequel nous arrivons à construire des choses parce qu'il y a des sujets sur lesquels on est en accord. Et je pense que c'est important si on veut parler d'un pays à part entière, si on veut parler de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, que les présidents de province se parlent. Et donc, on voit un peu la problématique du président de la province Nord, qui d'une part, finalement, parle de dire il faut maintenir la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, on peut pas faire de différence, et puis qui finalement refuse de parler à la présidente de la province Sud. Ça, c'est la première chose sur la forme. Mais sur le fond, qu'est-ce que j'ai dit au Congrès ? J'ai dit tout simplement que en 20 ans, on a une population qui est passée de 66% de la population qui habitait dans le Sud à 76% de la population qui habite dans le Sud. Ça, c'est pas les gens de l'extérieur qui arrivent, c'est des déplacements de population de la province Nord et de la province des îles vers la province Sud, attirés par les lumières de la ville. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Simplement, on a une clé de répartition qui, elle, est restée figée. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'argent aujourd'hui par habitant, puisque aujourd'hui, si on prend le budget, par exemple, de la province des îles a 16 milliards
pour 18 000 habitants, quand la province sud a 53 milliards pour 200 000 habitants. C'est-à-dire qu'en gros, la province des îles a 3,5 fois plus que la province sud par habitant. C'est bien, mais c'est pas tenable. C'est-à-dire que finalement, ce sont les populations les plus fragiles qui souffrent. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer à aider les populations les plus fragiles, et notamment celles du Sud, puisque je suis présidente de la province Sud. Et c'est pas pour ça qu'il faut exclure les autres. Simplement, je crois que on a des situations qui sont complètement abusives, où finalement, on a des populations du Nord et des îles qui abusent de tous les systèmes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a des gens qui bénéficient, qui sont résidents dans les îles, qui bénéficient de la continuité territoriale. Vous savez, ils ont 5 billets d'avion pas chers par an pour venir se rendre à Nouméa parce qu'ils sont résidents des îles. Et puis en parallèle, ils sont adhérents à l'aide médicale sud. C'est-à-dire qu'ils comptent dans nos effectifs et ils comptent dans nos coûts de l'aide médicale sud. C'est absolument anormal. À un moment donné, soit on est résident dans les îles, soit on est résident dans le sud et on bénéficie des dispositifs du sud. Donc aujourd'hui, sur les 28 000 ressortissants de l'aide médicale, c'est plus de 5 000 qui finalement résident dans le Nord et dans les îles. Ça, c'est sur l'aide médicale, mais on a le même problème sur le logement. On a des gens qui ont des logements dans le Nord et dans les îles, sur terre coutumière, et qui finalement font des demandes pour avoir l'aide au logement dans le Sud, pour avoir finalement une résidence secondaire dans le Sud. Ça, on peut plus le financer. Et alors, ça se résout comment, ce genre de choses? Est-ce que c'est le changement de la clé de répartition? On en a parlé 1000 fois, ça ne pourra pas se faire avant la sortie de l'accord de Nouméa, apparemment. Est-ce que ce sont des accords? Est-ce que ce sont des contrôles plus stricts des individus? Comment est-ce que vous voyez les choses? Effectivement, la solution de fond, c'est l'évolution de la clé de répartition, c'est-à-dire qu'avoir encore une fois une population qui est passée de 66 à 76% dans le sud, avec une clé de répartition qui reste à 50, c'est tout simplement pas tenable. Donc évidemment, la vraie solution, c'est l'évolution de la clé de répartition en fonction de l'évolution de la démographie. Mais ça, il n'y a pas de majorité pour le faire avant la sortie de l'accord de Nouméa. Ça fera partie des discussions qu'on aura dans le prochain statut. Et tous vos prédécesseurs y ont été confrontés? Bien sûr, évidemment. Mais la situation est de pire en pire, c'est-à-dire qu'évidemment, les populations continuent d'arriver dans le sud, continuent à bénéficier des dispositifs d'aide sociale dans le sud, et on s'en sort pas. On est arrivé maintenant au bout, surtout avec la situation budgétaire qu'on connaît. Donc l'autre solution, c'est celle sur laquelle on est en train de se pencher, c'est-à-dire de dire que on va durcir nos accès aux aides sociales pour les gens qui réellement résident dans le Nord et dans les îles. C'est-à-dire qu'on va privilégier les personnes qui résident réellement dans le Sud, dont c'est la résidence principale, qui réellement ont leur activité ici, et c'est à cela en priorité qu'on va offrir les aides sociales de la province Sud. Alors ça nous amène très directement à la situation financière de la province. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez trouvé un climat dégradé, une situation financière dégradée. Comment ça se passe exactement? Quelle est la situation et comment est-ce que vous avez pu boucler, par exemple, votre budget supplémentaire? Ça a été compliqué? Oui, la situation est très dégradée, alors pas spécifiquement en province sud, mais en fait à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'en fait on subit, vous le savez, l'erreur extrêmement importante, historique, qui a été faite par nos prédécesseurs sur le calcul de la TGC, 9 milliards d'écart entre le calcul et la réalité, un taux de croissance estimé à 4,3% alors qu'il est de 0,6, bref, c'est des milliards et des milliards qui étaient prévus et qu'on n'a pas. Donc ça, c'est quand même une situation historiquement catastrophique dont on hérite à la province sud. Quel est le choix qu'on a fait? En fait, on n'a pas énormément de choix. C'est-à-dire que on peut pas, en conséquence de cette situation-là, réduire les investissements des collectivités, parce que sinon, ça veut dire que c'est encore moins d'argent qui va rentrer dans la machine économique, et donc des opérateurs qui vont gagner moins d'argent, qui vont payer moins d'impôts, donc de moins en moins de recettes fiscales, et c'est un cercle vicieux. Donc le choix qu'on a fait, évidemment, c'est de maintenir nos investissements, de maintenir finalement ce qu'on met, nous, dans la machine économique, pour que les entreprises continuent à travailler, continuent à payer des impôts, continuent à embaucher, mais en parallèle, évidemment, il fallait faire des économies. Donc sur quoi on l'a fait? Sur la masse salariale. On a, en 2020, prévu de supprimer 80 postes. On en a déjà supprimé 35 en 2019. On arrivera à 80 en 2020. C'est pas des gens qu'on licencie, ce sont des postes, finalement, des gens qui partent à la retraite et qu'on ne remplace pas. Qui ne sont pas remplacés. Qui ne sont pas remplacés. Donc, ça, il n'y a pas de famille sur le carreau, contrairement à ce que d'autres ont dit. Il n'y a pas de famille sur le carreau, il n'y a pas de situation humaine compliquée. C'est simplement qu'au final, il y a un certain nombre de postes qui ne seront pas remplacés. Avec un risque de manque d'efficacité, de diminution de l'efficacité de la province, si elle a des agents en moins ou... Je crois pas, parce qu'en parallèle, on est en train de mener de très grosses réformes. Alors, notamment, évidemment, d'abord, on réorganise la province, on supprime des directions, parce qu'évidemment, plus on a de directions, plus on a de services administratifs, financiers, etc. Mais aussi, et ça c'est très important, on a une réforme de fond
pour permettre enfin à l'administration provinciale de passer au numérique. Aujourd'hui, on a des tonnes et des tonnes de papier à saisir, à imprimer, des formulaires qui finalement sont faits sur papier, que nos agents ressaisissent, puis que d'autres ressaisissent encore pour demander un autre papier. Bref, on est en train de passer là à une autre ère. On s'est donné 5 ans pour tendre vers le zéro papier, pour tendre vers des procédures 100% numériques. Ça va nous permettre finalement de faire des économies en termes de masse salariale. Pour l'instant, la période transitoire va être un peu complexe, mais à la fin, finalement, tout le monde va s'y retrouver parce que finalement, on aura une relation avec l'usager, avec la population qui sera plus celle de lui demander le papier à 312, mais finalement d'avoir une vraie relation humaine parce que le papier à 312, il aura été géré en numérique et que finalement, on pourra s'intéresser réellement à l'humain dans les procédures qu'on a lancées. Le budget 2020, j'imagine que vous avez déjà commencé à le préparer. Ça va être la même tendance que le budget supplémentaire ou est-ce que vous aurez une marge de manœuvre un peu plus grande ? Non, c'est bien du budget 2020 dont je vous parlais quand je parlais des suppressions de postes. On est vraiment sur une réduction de notre fonctionnement. Alors, le fameux choc de confiance qui a été le thème de votre campagne pour les provinciales, est-ce que vous avez les moyens de le provoquer ou est-ce que vous êtes un peu prisonnière de la situation ? Alors, un peu les deux, c'est-à-dire que évidemment, quand on a 2 référendums qui suivent, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va devenir dans 2 ans ou dans 3 ans, c'est difficile de demander à des particuliers ou à des entreprises d'investir des millions ou des milliards. Je crois qu'on est tous comme ça à se demander, à se dire, finalement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc forcément, la situation institutionnelle ne nous aide pas, et c'est pour ça que on a demandé, vous le savez, dès le départ, à ce que les référendums soient faits le plus rapidement possible, qu'on sorte le plus rapidement possible de cette incertitude, de manière à ce qu'enfin on passe à autre chose et à ce qu'on redonne de la visibilité aux Calédoniens pour les décennies qui viennent. Ça, c'est une évidence. Mais ensuite, je crois que la confiance, ça passe par le courage, finalement, de réformer un système qui ne fonctionnait plus. Je vous l'ai dit sur la question de l'administration, où on est en train de faire évoluer notre administration, mais c'est le cas aussi sur ce qui est en train de se passer sur le RUAM. Aujourd'hui, on vivait au-dessus de nos moyens partout. Et je pense que pour que le choc de confiance réellement prenne, il faut qu'en responsabilité, on remette les choses à plat pour qu'on reparte sur des bases saines. Et je pense que finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est de nature à rassurer les Calédoniens pour dire, oui, on est en train d'assainir la situation de la Nouvelle-Calédonie, de manière à ce que, quand on sera sorti de cette période d'incertitude, on ait tous les voyants au vert pour que ça puisse redémarrer. Et je crois qu'on en a la capacité, parce que ce qu'on comprend, c'est que finalement, il y en a sous la pédale. Les Calédoniens en ont sous la pédale, que ce soit les investisseurs ou les particuliers. Simplement, aujourd'hui, ils se disent, peut-être pour acheter ma voiture ou mon appartement, je vais attendre un peu. Il y a un peu d'attentisme, étant donné la situation Exactement. globale. Alors, il y a des domaines dans lesquels vous avez pris un certain nombre de mesures. On pense notamment à la lutte contre la délinquance. Là aussi, c'était l'un de vos thèmes de campagne. Avec d'abord, c'est sorti tout récemment, la lutte contre les abus d'alcool. C'est pas encore formellement arrêté. Ça a été décidé à l'issue du comité local de prévention de la délinquance. Quel est le dispositif que vous allez mettre en place précisément pour lutter contre ce fléau dont on se sort pas? D'abord, le constat, c'est qu'effectivement, c'est un fléau. Et ce que j'ai dit le jour de l'arrivée du haut-commissaire, je lui ai dit plein de choses, évidemment, sur l'avenir institutionnel, mais je lui ai dit, si on regarde ce fléau de l'alcool avec un regard métropolitain, on n'y arrivera pas. Il faut sortir du carcan, il faut pas avoir peur, il faut, excusez-moi, mais taper dans les bars. On a un problème culturel avec l'alcool, on a des gens en Calédonie qui savent pas boire, on a 95% des faits de violence intrafamiliale qui sont liés qui sont faits sous l'emprise de l'alcool. La délinquance routière, c'est pareil, les violences dans Nouméa et ailleurs, c'est pareil. On a un problème avec l'alcool. Une fois qu'on a dit ça, faut pas avoir peur de faire changer les choses. Et pour ça, on a pas mal de mesures qui sont un peu différentes de ce qui se passe ailleurs sur le territoire de la République, et notamment le fait de dire on peut plus acheter l'alcool comme on achète finalement comme on va faire ses courses, et donc de durcir finalement la capacité d'achat de l'alcool. Ça passe par ce qu'on a dit, les bottle shops. Alors je suis désolée, on n'a pas trouvé de mot français qui permettent de dire la même chose, avec présentation de la pièce d'identité évidemment et interdiction de vente aux mineurs, mais ça va aller au-delà de ça, ça va aller dans la question de la réduction des volumes pour éviter, on le sait tous, on voit les gens sortir avec des palettes ou des chariots entiers de bière. C'est pas possible. On sait très bien que quand on sort avec des palettes ou des chariots de bière, soit que c'est qu'on va faire du marché noir, soit c'est qu'on va avoir une consommation qui est démesurée et qui va générer une alcoolémie trop importante. Donc il faut encore une fois qu'on sorte des carcans, et donc on va aller loin sur l'alcool. On va aller aussi dans le sens de, je crois que
ce qu'il faut, c'est encore une fois changer l'idée qu'on se fait de l'alcool. Et ça commence au plus jeune âge. On va mettre en place, on en a parlé avec le vice-recteur, on en a parlé avec les directions de l'enseignement, mettre en place des formations dès le plus jeune âge pour dire l'alcool, c'est pas rien. Boire un verre, c'est pas juste être fun et être sympa. Boire un verre, c'est prendre le risque d'avoir un accident de voiture, de tuer quelqu'un. Et finalement, je pense qu'il faut qu'on s'y prenne dès le départ, et c'est ce qu'on a prévu. La prévention. Exactement. Pour les bottle shops, vous avez quelle réaction pour l'instant, notamment les professionnels qui vont devoir réaménager tout leur commerce? Ça va pas être trop contraignant, trop compliqué à mettre en œuvre? Alors vous l'avez dit, d'abord, on a fait l'annonce parce que c'était important d'en parler avec l'État, puisque l'État nous accompagne dans les différentes mesures. Pas que sur les bottle shops, on a le contrat parental avec l'interdiction pour les mineurs d'être dehors la nuit. Ça fait partie quand même des choses qui sont importantes. Mais le dispositif ne sera voté qu'en mars. Donc d'ici là, on va travailler avec les professionnels pour les aider à accompagner cette mesure. Je crois que, les retours que j'ai, c'est oui, effectivement, on a notre cas personnel et qu'il faut qu'on traite et comment on va accompagner cette mesure. Mais tout le monde est conscient que c'est un fléau. Et tout le monde, finalement, chez lui, vit ce fléau parce que il a peur de se faire cambrioler, parce qu'il a peur de sortir le soir, parce que la sécurité routière, quand on part sur la RT1, on ne sait pas si on va arriver. Enfin bon, à un moment donné, tout le monde le vit. Et donc je pense que ce que je ressens, c'est que tout le monde veut qu'on travaille techniquement pour voir comment on accompagne la mise en place de la mesure, mais tout le monde y est plutôt favorable. Alors paradoxalement, en revanche, vous voulez mettre fin à l'interdiction de vente d'alcool le week-end. Alors ça paraît effectivement paradoxal, parce que est-ce que l'alcool va être en vente libre le week-end? Alors c'est pas du tout paradoxal, c'est-à-dire que ça part d'un constat très simple qui nous a été présenté par les services de l'État, c'est que l'interdiction d'achat d'alcool le week-end n'a pas baissé le nombre d'IPM, d'ivresse publique manifeste, c'est-à-dire de gens qui sont sous dans la rue. Au contraire. Donc en fait, on a interdit l'alcool le week-end, mais on a toujours autant de gens qui consomment. On a un petit souci, et le petit souci, c'est quoi? C'est le marché noir. C'est-à-dire que tout le monde le sait là aussi. On a des centaines de litres d'alcool qui sont vendus au marché noir, en plus dans un système qui économiquement rentre pas dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça, à la limite, c'est un détail. Mais surtout, on a généré finalement une surconsommation via le marché noir. Donc, évidemment, les interdictions le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi n'ont pas changé le mode de consommation d'alcool. Donc, quand quelque chose marche pas, il faut simplement dire que ça marche pas et faire autre chose. Et ça aussi, ce serait pour le mois de mars, ça serait mis en œuvre au mois de mars, avec un consensus politique apparemment à la province sur ces questions-là? J'ai vu des choses, je sais pas si c'est la position politique d'un groupe politique, mais j'ai vu des gens qui s'y opposaient dans nos opposants politiques. Alors vous y faisiez allusion également plus largement, vous voulez vous attaquer à la lutte contre la délinquance des mineurs. Vous aidez également les communes dans la mise en œuvre de leur police municipale ou de leurs moyens de sécurité. C'est vraiment une priorité, la lutte contre la délinquance. C'est un instrument de la relance de la confiance aussi? Oui, il y a vraiment une question de savoir comment on peut faire pour que les gens se sentent bien. Alors, je suis présidente de la province sud, donc se sentent bien en province sud. Et c'est vrai que le fait d'être en sécurité, c'est quand même un élément pour se sentir heureux, pour se sentir bien. Et aujourd'hui, les gens se sentent pas forcément toujours en sécurité partout. Donc c'est vraiment important qu'on traite cette problématique de la délinquance. Et on la traite avec deux axes. L'axe, évidemment, de la répression, c'est-à-dire comment on fait pour que ça s'arrête, et c'est effectivement des choses sur lesquelles on travaille, avec les représentants de l'État. Mais il y a toute une partie en amont, et là, on sait très bien qu'il y a plus de 50% des actes de délinquance qui sont commis par des mineurs. Comment on fait pour éviter que les mineurs, finalement, dérapent, sortent du chemin et qu'on les retrouve, finalement, devant les tribunaux? Eh bien, on a proposé un certain nombre de choses, notamment le contrat parental, considérant que c'est pas normal d'avoir un jeune de moins de 16 ans dans la rue entre 22h et 4h du matin. Il a rien à y faire. Donc, si on constate qu'il y est, eh bien, c'est qu'on considère qu'il y a un problème intrafamilial et qu'il faut qu'on le traite. Alors, on le traite d'abord avec un accompagnement, évidemment, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là. Mais si on se rend compte que la famille a démissionné, que finalement la maman est en train de jouer au bingo et que le papa est en train de se saouler, là, on peut se poser la question des allocations familiales. Et là, effectivement, nous, on agira pour dire, dès l'instant où les parents sont pas responsables, sont des responsabilités sur l'acte de leurs enfants, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils touchent les allocations familiales. Il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine, encore sur la province. On va parler politique aussi un petit peu, avec des échéances électorales très prochainement. On va commencer par les municipales. Comment s'y prépare l'avenir en confiance? Comment vous voyez la donne? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous allez privilégier partout les listes unitaires?
Nos objectifs, c'est que toutes les listes soutenues par l'Avenir en Confiance gagnent ces municipales. Donc évidemment, on travaille avec Thierry Santa et Gilles Brial au titre, non pas de président du gouvernement, mais de président des partis politiques qui constituent l'Avenir en Confiance. On travaille sur le fait d'avoir des listes unitaires partout, soutenues par l'Avenir en Confiance. Alors évidemment, des fois, on a des petites problématiques d'ego qu'on est en train d'essayer de régler, mais en tout cas, globalement, on fera ce qui est en notre pouvoir pour que l'Avenir en Confiance puisse sortir largement gagnant de ces municipales. Tout simplement, alors en dehors de la question électorale, tout simplement parce que la politique qu'on est en train de mettre en place, vous parliez tout à l'heure de la délinquance et de la sécurité, elle se met aussi en place avec les communes. On a vu là, on a des politiques partagées. Quand la province Sud va financer des caméras de surveillance pour les communes, on l'a fait là récemment avec la commune du Mont-d'Or, qui est très moteur sur les actions qu'on mène, et quand on les mène ensemble, c'est beaucoup plus efficace. Donc l'objectif, c'est de conserver les communes qui sont déjà détenues par des maires de l'Avenir en Confiance. Il y en a quelques-unes que vous voulez gagner, qui sont possibles à gagner cette fois-ci, ou est-ce que le paysage municipal est un peu figé en Nouvelle-Calédonie ? Il y en a quelques-unes qui sont gagnables. Donc on va attendre ça. La campagne municipale va commencer après les vacances, on imagine. Sans doute, vos listes, vous les rendrez publication là ? Elle commence plus ou moins, les équipes se préparent, mais réellement la campagne municipale aura lieu de janvier à mars. Alors l'autre échéance, c'est bien sûr le 6 septembre 2020, le deuxième référendum. On a l'impression qu'on n'est pas encore dedans. Ça se prépare. Quelle sera la campagne ? Sur quel thème est-ce que vous ferez campagne ? Et est-ce que vous ferez une campagne commune là aussi ? Alors effectivement, c'est un peu tôt. J'ai été très claire sur le fait de la nécessité d'être ensemble. Moi, je considère toujours que quand on admet ses erreurs, on en sort plus fort. Je considère qu'on a fait des erreurs dans la campagne du référendum précédent, et notamment 2 grosses erreurs. La première, c'est de ne pas être unis. Et la deuxième, c'est de n'avoir parlé que d'argent. Donc sur la première, évidemment, moi j'ai fait un appel aux uns et aux autres. Thierry Santa l'a fait aussi, pour qu'on s'unisse. Je crois que Nicolas Metzdorf a déjà dit qu'il était favorable à ce qu'on fasse cette campagne ensemble. Un appel jusqu'à Calédonie Ensemble qui appelle à voter non, a priori. On espère. Oui, évidemment. Alors, vous savez, dans Calédonie Ensemble, il y a des gens avec lesquels on arrive à parler. Je crois que c'est compliqué avec Philippe Gomes, toujours, parce que les relations sont compliquées, mais on arrive à parler avec un Philippe Michel ou avec un Philippe Dunoyer pour ce qui concerne l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à eux que je fais appel, à ceux avec lesquels on peut parler, parce que là, on a un enjeu majeur, il faut qu'on le gagne, ce référendum. Et je veux le dire, rien n'est gagné. C'est-à-dire que la dernière fois, on a péché par orgueil. On a cru qu'on aurait 70-30. Et il y a des gens que j'ai vus qui m'ont dit « Ah ben non, mais j'ai fait autre chose. Je pensais qu'on était sûr de gagner. » Non, là, il faut pas faire autre chose. Là, on a eu 57-43 la dernière fois. On peut avoir moins, on peut avoir plus. Ça dépend simplement de la manière dont les gens vont se mobiliser. Donc, je le dis très clairement. Là, on est en train d'appeler un par un les gens dont on sait qu'ils sont pas inscrits encore sur la liste électorale spéciale pour le référendum, mais qui sont sur la liste générale. On a une cellule qui s'occupe d'appeler les gens les uns après les autres. On a près de 2000 personnes à appeler. Enfin, c'est énorme. On les accompagne pour faire leur dossier. Et je les invite encore une fois à nous appeler, à nous contacter pour qu'on les aide à faire leur dossier. C'est avant le 31 décembre. C'est pas la peine de nous appeler le 10 janvier pour nous dire, au fait, comment on fait pour voter le référendum. C'est avant le 31 décembre. Donc ça, je pense franchement qu'on serait plus fort si on le faisait avec tous les partis politiques loyalistes. La deuxième chose, c'est sur quelle thématique ? Voilà. On a effectivement beaucoup parlé d'argent. Alors, il y a des choses qui sont choquantes, qui ont été dites par les indépendantistes. Nous, on a expliqué qu'effectivement, la France apportait 160 milliards et que sans ces 160 milliards, on pourrait plus financer les aides sociales telles qu'on les finance aujourd'hui. On pourrait plus financer l'enseignement tel qu'on le finance aujourd'hui. Ils sont arrivés derrière en disant, non, regardez, c'est la province des îles qui vous paye votre aide médicale. Mais qui c'est qui paye la province des îles pour donner l'aide médicale ? C'est deux collectifs, deux personnes, le Sud et l'État. C'est pas compliqué. Donc, il faut arrêter d'expliquer aux électeurs que c'est pas la France qui paye. Si, c'est la France qui paye. Une fois que j'ai dit ça, on fera pas campagne là-dessus. Mais enfin, quand même, à un moment donné, il y a des vérités. Il faudra répondre aussi aux arguments. Il y a des vérités qu'il faut dire. On fera campagne sur quoi ? On fera campagne sur la chance qu'on a d'être français. Tous autant qu'on est. La chance qu'on a d'être français, parce qu'il y a eu récemment une étude qui montre que la nationalité française est celle qui apporte finalement le plus de satisfaction à l'échelle mondiale. C'est le passeport qui permet de rentrer partout. Ce sont les diplômes qui permettent d'avoir accès à toutes les écoles. C'est finalement la France aujourd'hui qui nous protège du risque de colonisation économique chinoise. On le voit avec les pays indépendants qui nous entourent. C'est la France finalement qui nous protège. Et la France, on a une double chance. C'est pas forcément le cas de
toutes les grandes puissances, c'est pas forcément le cas de certains de nos voisins. La France, elle nous offre, en plus de nous protéger, une liberté extraordinaire. Elle nous dit, finalement, je vous protège, mais finalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez adapter vos lois, vous pouvez adapter vos réglementations, vous pouvez adapter à vos populations. Et ça, c'est quand même incroyable, c'est quand même extraordinaire. Et ça, on n'a pas pris cette chance-là. Et c'est ça, dans le projet qu'on veut porter, on considère que jusqu'à présent, malheureusement, on a récupéré des choses qui fonctionnent pas forcément bien en métropole. Et on peut être très attaché à la France, et évidemment, je le suis, vous le savez, et considérer qu'il y a des choses qui ont été mal faites en métropole. Sur le système éducatif, par exemple, je suis convaincue qu'on peut faire bien mieux que ce qui a été fait en métropole. Sur un certain nombre de choses, on peut faire bien mieux. Et donc, je pense que dans notre projet, il faut démontrer que la France nous protège, on en a besoin, mais finalement, à l'intérieur de cet ensemble français, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut qu'on aille loin dans cette idée, finalement, de prendre cette liberté-là. Il faut aussi qu'on le fasse à l'échelle des provinces. C'est-à-dire que considérer qu'on a les mêmes problématiques selon qu'on est en province des îles et en province sud, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En province des îles, on a 100% de terres coutumières. C'est pas le cas dans le sud. On n'a pas les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, la France nous permet de s'adapter. Et je pense que dans le prochain statut qu'on construira, il faudra qu'on utilise cette liberté que la France nous offre pour finalement faire de la Nouvelle-Calédonie ce qu'on en veut. Alors justement, sur ce thème du projet institutionnel, vous savez que Pierre Frogier a proposé récemment une différenciation provinciale. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Est-ce que elle est compatible avec ce que souhaite l'Avenir en Confiance? Est-ce que ça fait partie du projet que vous pourriez défendre pour le prochain référendum? Alors d'abord, il faut pas qu'il y ait de confusion, parce que je crois que malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur le sujet de l'avenir institutionnel. D'abord, il faut pas se tromper de timing. C'est-à-dire que la priorité absolue, c'est de gagner le prochain référendum. Parce qu'on peut parler de tous les statuts de la Terre. Si on perd le 6 septembre prochain, on sera plus là pour expliquer ce qu'on veut. Ce sera les indépendantistes qui nous imposeront leur projet de statut. Donc je rappelle que quand même la priorité, c'est de se mobiliser. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, vous savez, les gens du Nord et des îles qui ont été votés non le 4 novembre dernier, je crois que quand même, on peut leur tirer notre chapeau. C'est des gens qui sont, je dis pas qu'ils sont plus courageux que les autres, il faut être courageux partout pour voter non, mais quand on est dans une province indépendantiste, quand on est kanak dans la province des îles, quand on est, encore une fois, dans une province qui a 80% vote oui et qu'on va mettre un bulletin non, eh bien, je crois que ça mérite notre respect et je pense qu'il faut qu'on réaffirme très clairement que ces populations-là ont tout notre soutien. Et certains ont laissé croire, et c'était pas le cas de Pierre Frogier, mais finalement tout ça a été entraîné dans les lois de la communication pour dire qu'il y avait des volontés de partition. l'Avenir en Confiance est opposé à quelques projets de partition que ce soit. La Nouvelle-Calédonie doit rester unie, mais par contre, il faut être lucide. Il faut être lucide encore une fois. On vit pas de la même manière quand on vit à Koumak, quand on vit à Nouméa et quand on vit à Lifou. C'est une réalité, ça. Et je discutais récemment avec quelqu'un de la province Nord qui me disait, quand on arrive à Nouméa, on a l'impression d'arriver dans un autre pays. C'est pas nous du Sud qui disons ça, c'est eux du Nord qui disent ça. Et c'est une réalité, on n'a pas les mêmes réalités. Et ça, si on se voile la face, si on continue à dire, mais non, il faut tous faire pareil, eh bien, on ira à l'échec. Et ce qu'on dit, nous, à l'Avenir en Confiance, c'est que cette idée d'hyper-provincialisation, finalement, c'est ça qui va nous permettre d'en sortir par le haut de cet accord de Nouméa et de proposer un prochain statut. Il faut constater quoi ? Il faut constater que le gouvernement collégial marche plus. On est arrivé aux limites du système. Quand ça a été mis en place il y a 20 ans, il y avait 2 blocs, ça marchait bien. Aujourd'hui, c'est l'enfer, le gouvernement collégial, faut dire les choses. J'ai beaucoup d'admiration pour Thierry qui fait fonctionner ce gouvernement dans le contexte dans lequel on est. Mais il faut dire les choses, ce gouvernement-là, il doit évoluer. Et donc, les provinces, c'est un vrai bel outil. Et c'était d'ailleurs la volonté de Jacques Lafleur en 88, au moment des accords de Matignon, de dire, oui, les provinces doivent prendre plus d'espace. Il faut se poser la question de savoir si on ne doit pas avoir une fiscalité particulière pour chacune des provinces. Il faut se poser la question même de savoir ce qu'on fait du droit de vote. Si finalement le président de la province Nord veut limiter le droit de vote pour les gens qui habitent dans le Nord, qu'il le fasse. Mais finalement, nous, dans le Sud, peut-être qu'on peut avoir envie de faire venir des gens qui investissent en Nouvelle-Calédonie, qui payent des impôts en Nouvelle-Calédonie. Finalement, pourquoi pas ? Donc, je crois qu'il faut être ouvert, encore une fois, à cette idée que moi j'appelle d'hyper-provincialisation, c'est-à-dire de donner plus de compétences aux provinces pour que finalement chacun s'adapte à ses réalités. Et on sent manifestement que c'est un peu les convergences qui peuvent exister dans votre famille politique sur ce rôle des provinces. En face, en revanche, les indépendantistes
Ils durcissent le ton tout de même. Ils ne veulent plus discuter avec les non-indépendantistes. Ils veulent parler qu'avec l'État. Ils estiment que l'indépendance est inéluctable et ils le disent de plus en plus. C'est pas inquiétant tout de même pour les mois qui viennent et pour les échéances qui nous attendent? Il faut que nos électeurs arrêtent d'être inquiets. Parce que les indépendantistes, c'est comme si, avant un match de boxe, ils disaient de toute façon, tu vas voir, je vais te mettre KO en un round. Et puis, faut pas avoir peur. Vous savez quoi? On a gagné le premier référendum et on gagnera le deuxième. Donc, il faut arrêter de se faire peur. Il faut arrêter de se dire, ah, mais c'est eux qui sont plus forts, etc. Non, on ira mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge. Partout, il faudra mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge. Et on va gagner. Et on sera à la manœuvre pour construire un nouveau statut qui nous permettra d'avoir de la visibilité. Et je vais vous dire, je le dis régulièrement, mais on gouverne pas par la peur. Il faut pas avoir peur de ce que disent les indépendantistes. Les indépendantistes, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Eux, ils disent, et c'est bien normal, on va gagner. De toute façon, on ira au deuxième, on ira au troisième, et puis on va gagner, puis à la fin, ce sera l'indépendance. Eh ben non, à la fin, ce sera pas l'indépendance. On fera un deuxième référendum, peut-être un troisième. Je le souhaite pas, vous le savez, mais peut-être un troisième. Et puis si à la fin la réponse c'est 3 fois non, eh ben on sera pas indépendant et on construira un statut qui sera dans la République française. C'est comme ça, c'est la loi que eux-mêmes ont acceptée il y a 20 ans, il y a 30 ans avec les accords de Matignon et il y a 20 ans avec l'accord de Nouméa. Ils ont accepté la règle du jeu. Ils ont accepté de se soumettre à la volonté démocratique. Nous avons accepté un corps électoral hyper restrictif, hyper pénalisant pour nous. Et dans le cadre de ce corps électoral, on est encore majoritaire. Ils ont accepté la règle du jeu, ils devront l'accepter jusqu'au bout. Sonia Backès, présidente de la province Sud, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.